Mirko Beljanski a grandi à Turidja, dans le nord de la Serbie. Issu d'une famille pauvre, il était destiné à reprendre l'atelier de mécanique de son père. Mon père était un mécanicien et en même temps un paysan qui adorait son travail, qui réparait toutes les machines agricoles. Tout ce qui l'intéressait, c'est d'avoir un fils qui va lui succéder, c'est-à-dire faire la même chose que lui. Cette fatalité ne lui correspondant pas, il a cherché à la fuir à tout prix. La chose n'était pas aisée dans un contexte difficile au seuil de la Seconde Guerre mondiale. Il a été au lycée, il était un brillant élève et son baccalauréat en poche a fait une demande de bourse pour poursuivre des études supérieures. La Yougoslavie étant dépourvue d'université en biologie, il était proposé aux meilleurs élèves du pays 2 opportunités. Ceux qui avaient un manteau chaud étaient envoyés à Moscou et les plus pauvres à Paris. Il prend le train pour la France et arrive à Paris. Il parle mal le français, il partage un logement avec des amis yougoslaves. Étant admis à la Sorbonne, il étudie la biochimie, la chimie organique, la physiologie et la biologie et, stimulé déjà par de nombreuses questions sans réponse, il s'oriente directement vers la recherche. Après sa thèse en 1951, il rejoint l'Institut Pasteur où il signe ses premières publications scientifiques avec le professeur Majbeuf consacré aux bactéries. Son épouse, Monique Beljanski, ingénieure de recherche, rencontrée lors de ses études, le rejoindra et restera à ses côtés affectivement et professionnellement tout au long de sa vie. Confronté à une hiérarchie limitante, Mirko Beljanski impose sa vision. Je suis rentré à Paris. Jacques Monod m'a dit « J'aimerais bien maintenant que vous changiez de sujet et que vous travaillez sur la génétique de l'ADN. » Je lui ai dit que j'acceptais à une seule condition, que mon approche à ce problème soit acceptée, c'est-à-dire que je sois libre, totalement libre pour développer ces recherches sur l'ADN. Mirko Beljanski n'hésite pas à remettre en cause les théories de Jacques Monod et ses recherches le conduisent à développer des molécules susceptibles de s'attaquer aux cellules cancéreuses sans toucher aux cellules saines. Cette sélectivité d'action marquera toute son œuvre. Ça n'a pas plu à Jacques Monod qui me demandait de ne pas publier ses résultats, de les garder dans mon tiroir. Mais je lui ai répondu, écoutez, ce sont des résultats dont je suis sûr, je suis payé par le CNRS, je les publie et j'y suis passé outre avec le professeur Lépine qui a d'ailleurs accepté de m'aider de ce côté-là pour le publier à l'Académie des sciences. Quand j'ai eu déjà ces molécules, je me suis adressé, j'ai dit à Monique, écoute, on va s'adresser à l'Institut Pasteur, au directeur de l'Institut Pasteur, qui est Jacques Monod, et je lui ai écrit une lettre en disant, et je vous demande de me donner les conditions de travail plus décentes, plus de moyens, que je puisse aller beaucoup plus vite pour développer ces recherches. Et la réponse est arrivée assez cinglante, si j'ose dire, en disant que le programme de recherche que je propose à l'Institut Pasteur n'entre pas dans la recherche appliquée de l'Institut Pasteur. Je me souviens d'une réflexion étrange de Jacques Monod me disant un jour « Mirko fait du bon travail ». Je lui ai dit à ce moment-là « Votre attitude est encore plus scandaleuse ». Il m'a répondu avec un petit sourire moqueur « Ma chère, on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire ». La pression était telle qu'à un moment donné, même il y a eu des émissaires, si vous voulez, de la part de probablement Monod qui me disait, cet émissaire me disait « Ne travaille pas sur l'ADN. Si tu travailles sur l'ADN, tu n'auras rien du tout du CNRS ». Les pressions s'accumulent. À force de coupes budgétaires et de moyens, il quitte l'Institut Pasteur pour la faculté de pharmacodynamie de Châtenay-Malabry. Là, il a accès à une animalerie et peut confirmer l'efficacité de ses produits ainsi que leur absence de toxicité. L'heure de la retraite a sonné pour Mirko Beljanski, mais pas pour son projet de recherche. Une association composée de malades du cancer et du sida s'est créée pour permettre à Mirko Beljanski de poursuivre ses recherches au sein d'un laboratoire privé, lui offrant l'outil de travail et la liberté dont il avait rêvé toute sa vie. Mirko Beljanski multiplie les publications. Il est invité à participer à de nombreux congrès scientifiques dans le monde entier. L'information se répand. Des médecins généralistes ont commencé à utiliser les produits Beljanski. François Mitterrand lui-même, atteint d'un cancer généralisé de la prostate, en a bénéficié et contre toute attente a pu terminer son mandat. Après la mort du président, une nouvelle administration s'installe au pouvoir. Une collusion entre lobby pharmaceutique, hommes politiques et l'Institut Pasteur conduit à l'opération du 9 octobre 1996. Ce jour-là,
80 gendarmes du GIGN viennent en commando investir les laboratoires et détruisent tout. L'État français met Mirko Beljanski en examen et sous contrôle judiciaire pour promotion de produits sans autorisation de mise sur le marché. Ils m'ont mis les menottes, ils m'ont amené à la juge d'instruction à Créteil, où elle aurait dû me recevoir à 10h du matin, elle m'a reçu à 5h de l'après-midi. C'était fait exprès pour me mettre dans une cellule, pour voir comment se présente la cellule, j'imagine. Bon, là, il y a eu la prise des empreintes digitales, photos, comme on était ici, on était vraiment des criminels. Hein. Des milliers de personnes manifestent, mais aucune date d'audience ne sera fixée par le juge d'instruction. Impossible pour Beljanski d'assurer sa défense. 2 années s'écoulent, toujours pas de date d'audience et toujours l'interdiction de poursuivre ses recherches, de publier, de participer à des colloques scientifiques et même de parler à des journalistes. Stressé, exaspéré, Beljanski décide de se porter devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il est atteint d'un cancer fulgurant alors même qu'il est privé de ses propres extraits, tous détruits lors de l'intervention du GIGN. Sylvie Beljanski s'engage à poursuivre l'action devant la Cour européenne au nom de Monique Beljanski, sa mère, et la Cour européenne rendra en 2002 un arrêt condamnant la France à l'unanimité. Avec le soutien indéfectible de malades reconnaissants, une fondation, la Fondation Beljanski a été créée aux États-Unis en 1999 pour poursuivre les recherches. Les extraits ont pu être reproduits grâce aux écrits du professeur et à l'expertise de son épouse Monique qui l'a accompagné pendant toutes ces années de recherche. Moins de 30 ans plus tard, Maison Beljanski, la société qui commercialise aux États-Unis les produits développés par Mirko Beljanski, reçoit le Gotham Green Award pour son engagement à produire des compléments de haute qualité répondant aux objectifs de développement durable. Grâce au concours de plusieurs prestigieuses universités, de nombreuses publications scientifiques ont pu confirmer les découvertes et l'efficacité des extraits. Un homme qui a cherché à être libre depuis son enfance, qui était destiné à être un mécanicien dans un petit village de Serbie et qui par son travail acharné, l'originalité de sa vision face au dogme, le soutien de son épouse et de milliers de malades guéris a pu, dans le temps qui lui a été imparti, nous ouvrir des perspectives toujours nouvelles. À l'aube du centenaire de sa naissance, ces découvertes inspirent toujours de jeunes chercheurs qui découvrent chaque année de nouvelles applications.